D'abord, je me réfère à l'un des rapports que j'ai trouvé correct, c'est celui des observateurs de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que, bon, ils félicitent le peuple congolais pour le calme dans lequel l'intérêt pour cette élection. Mais deux, ils considèrent que les défis logistiques et les défis d'organisation sont restés énormes. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Donc les défis sont énormes et je ne peux pas dire que M. Kadima a été à la hauteur de ces défis parce que nous avons vu d'autres élections en 2006. On a vu d'autres, donc avec là où Papa Étienne était il y a 10 ans, 13 ans, là, en 2010, je crois, 2011. Et on a vu celui de le cycle de 2018. Mais celui-ci, il bat les records vraiment du désordre. Vous savez, quel est le rôle d'un chef? Que ce soit le gouvernement, le président de la République ou un président d'une institution. Il y a 4 choses qu'il faut savoir. Un chef prévoit, organise, commande et contrôle. Ces rôles-là n'ont été remplis ni par le gouvernement, ni par le président de la République, ni par M. Kadima. Vous voyez? Parce que quand on sait qu'on vient d'être élu, qu'il y aura dans 5 ans un autre cycle électoral, mais on a le temps de prévoir, non? On a le temps de prévoir, d'organiser, de commander et de contrôler. Mais ici, jusqu'à aujourd'hui, on entend que M. Kadima, il y a toujours 160 millions de dollars qui n'a toujours pas reçu. Mais cela n'empêchait pas M. Kadima de faire autre chose, d'autres aspects de l'organisation. Ça n'empêchait pas. Cela n'empêchait pas au gouvernement, au ministre de l'Intérieur, etc., de planifier, n'est-ce pas, d'organiser ce qu'allaient être ces élections, etc. Donc, tout est passé dans un désordre énorme, dans un manque d'organisation énorme. Voyez. Et bien sûr, avec tous ces incidents que nous avons vus, tous ces scandales, moi j'ai vu Sador Mbujimai, une dame, une maman, qui est allée pour voter. Elle aurait voté quelqu'un d'autre que le président en exercice. Et elle a été tabassée, ça a circulé sur tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire, vous voyez que, en tant qu'être humain, nous autres Congolais, on n'a plus de dignité. Nous sommes devenus quoi? Des bêtes sauvages ou quoi? Est-ce qu'on peut traiter notre propre maman comme ça, notre propre soeur? Est-ce qu'on peut la traiter comme ça? S'il a commis un crime, allez qu'on l'amène à la police et que la police balise les chemins pour qu'elle aille plus loin s'il faut dans les tribunaux. Mais est-ce qu'on peut se faire justice à soi-même et pour quelles raisons? Pour des raisons d'intolérance, des raisons non démocratiques et des raisons non humaines. On viole les droits d'une personne et ces incidents-là, nous apprenons qu'ils se sont passés presque partout. Est-ce qu'on peut organiser une élection dans de telles conditions? Nous avons aussi vu des personnes, parfois des anciens députés ou autres, ou des policiers, dans des centres, avec des machines à voter, qui étaient en dehors des centres connus. On a vu ça. Ils l'ont eu comment? Ils ont eu des bulletins comment? Vous voyez, donc il y a eu beaucoup de désordres. Vraiment beaucoup de désordres. Même les derniers jours. Est-ce que M. Kadima avait le pouvoir de dire non, partez, venez voter demain? Non. Tout ça, la Constitution règle tout ça. N'est-ce pas? La loi électorale règle tout ça. Mais non, il a fait à sa tête. Lui-même convoque un deuxième jour de vote. Mais vous voyez, tous ces désordres-là fait que M. Kadima, allez, 10 points sur 100. C'est un échec, ouais. Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, ce sont des gens qui sont allés chercher du boulot. Vous voyez, dans un pays où le développement avance, où l'on peut
créer son entreprise, où l'État peut impulser l'emploi en ayant des politiques publiques capables de le faire. Les gens, allez, regardez un peu les Libanais et autres qui viennent chez nous. Ils sont riches, n'est-ce pas? Mais ils font l'argent où? Au Congo. Pourquoi les Congolais ne peuvent pas faire de l'argent chez eux? Pourquoi? Au lieu d'aller courir derrière, d'abord, c'est vrai que 21 000 dollars pour un député, c'est beaucoup. Mais parce que nous sommes un pays pauvre aussi. Nous sommes un pays pauvre où il n'y a pas eu de développement. Ces 5 dernières années, quel est le bilan de 5 dernières années? Quelques bâtiments qu'on a construits à gauche, à droite? Non. Le bilan, ça doit être, même quand on parle de taux de croissance, ce taux de croissance est-il inclusif? Est-ce qu'il provient de quel secteur, à part les mines? Non. Et donc, globalement, dans cette grande pauvreté, les gens qui sont attirés par des salaires mirobolants de nos députés et de nos dirigeants, ces gens-là se disent, mais nous aussi, nous pouvons aller à la mangeoire. Nous aussi, profitons-en. En fait, c'est 100 000 candidats à quelques postes de travail, parce qu'ils sont au chômage, n'est-ce pas? Parce qu'ils veulent aussi participer donc à cette gabégie-là, financière. Regardez un pays comme que cela, ça arrive dans un... Je sais que les députés, par exemple, en France, ont de bonnes conditions. Mais il s'agit d'un pays qui a 2000 milliards de PIB. Le produit intérieur brut, 2000 milliards. Chez nous, c'est 60 milliards. Le budget de la France est en moyenne de 500 milliards de dollars par an. Chez nous, c'est à peine on arrive peut-être à 6 ou à 8 milliards. Est-ce qu'on peut se permettre cela? On peut se permettre. Mais, comme les dirigeants eux-mêmes, quand on leur parle de réduire les trains de vie de l'État, ils ne veulent pas entendre. Bon, ils encouragent. Vous voyez par exemple, lorsque la dernière émission du président de la République à Top Congo, quand on lui a parlé de ses salaires, vous avez vu tous la réaction. Pour lui, c'est rien. Vous voyez? Pour lui, c'est rien. Il n'est pas là-dedans, il a dit. Même quand on va lui demander son propre salaire, il est incapable de le donner. 5 ans après, il ne sait toujours pas quel est son salaire. Vous voyez, cette négligence-là, vis-à-vis de ce qu'on peut appeler la justice distributive, parce que vous ne pouvez pas donner 21 000 de dollars à un député, sans parler de tous les restes qu'il peut avoir, et vous payez un policier 80 dollars. Vous payez un enseignant, vous tapez même le poing sur la poitrine pour dire je donne 400 000 francs congolais aux enseignants. Aujourd'hui, ça vaut quoi? Ça vaut 120 dollars. Moi, je paye beaucoup mieux mes sentinelles, n'est-ce pas, que les enseignants par le gouvernement. Est-ce que vous trouvez ça normal? Je n'ai pas de moyens, autant de moyens que le gouvernement. Mais moi, je donne 150 dollars à mes sentinelles. Mais le gouvernement donne à peine 120 dollars aux enseignants. Vous voyez, ils n'ont aucune fibre sociale, ces gens du gouvernement, aucune fibre. Ils ne comprennent pas que ces policiers, ces enseignants ont des familles. Tu vas payer une maison à combien? À combien tu vas payer une maison avec des enfants et tout ça, tu vois? Donc, je pense que vraiment, il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème au niveau de qui nous dirige et qui va nous diriger demain. Il y a un grand problème, vraiment. On n'en a pas vu. On n'en a pas vu. On n'en a pas vu. Parlons d'abord de ces 26 candidats. Vraiment, 26 candidats. D'abord, beaucoup n'ont pas le profil. C'est-à-dire que j'ai constaté que depuis l'arrivée au pouvoir d'abord de Joseph Kabila et puis de Félix, le poste de président de la République, les gens commencent à dire « chance le Kopamba ». Chance le Kopamba, chacun vient tenter sa chance. Mais non, être le président de la République, c'est un poste de très grande responsabilité. N'est-ce pas? Mais vous voyez n'importe qui, un petit commerçant dans le coin, un petit dirigeant d'une ONG qui n'a même pas d'envergure. Vous voyez ces gens-là venir pour être des candidats présidentiels. Quelle expérience tu as eue dans ta vie? Quelle expérience tu as eue dans ta vie qui te permet de dire que tu vas assumer des grandes responsabilités comme celle? C'est pour ça qu'on voit, par exemple, au niveau de l'organisation, on assiste au désastre que nous avons eu depuis 5 ans dans l'organisation globale de tout, n'est-ce pas? Mais aussi aujourd'hui avec les élections.
Parce que c'est devenu n'importe qui. Hein? N'importe qui peut aujourd'hui s'élever, hein, pour dire moi je suis candidat président de la République. Mais allez, soyons sérieux. Ça c'est de un. De deux, donc beaucoup n'ont pas de background. De deux, il y a le programme. Pour être président de la République, tu veux conduire la nation, le peuple à un développement, à un progrès social, à l'émergence. Est-ce que nous avons entendu un débat sur l'école? Quelle école? On a entendu parler de la gratuité, mais la gratuité est un échec aujourd'hui. Parce que moi, je suis en train de travailler sur la gratuité. C'est un échec, un échec, un échec, que tu n'imagines pas. Et ce qu'il y a comme détournement là-dedans, corruption, dans l'argent de la gratuité, ce n'est pas la mission pour ça. J'espère qu'on en fera une pour ça, mais c'est grave. Et donc, c'est de la propagande de dire que la gratuité. Mais la gratuité est une mesure. La gratuité n'est pas une politique publique. La politique publique, c'est de dire, mais l'école coloniale était une école pour créer des supplétifs du système colonial dans l'intérêt d'enrichir la Belgique, etc. Mais l'école nouvelle, quel est son rôle? C'est de créer des Congolais capables de se prendre en charge et de prendre en charge le développement de leur pays. Comment le faire? Vous voyez, c'est comment le faire. En ce moment, on regarde au primaire, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on va former les enfants? Au secondaire, à l'université, la recherche scientifique, l'enseignement professionnel, etc. Est-ce qu'on a entendu un seul mot sur l'école? Même la politique de la défense. Un pays se défend, mais un pays a à la base une politique de la défense. Vous avez entendu ça? Quelqu'un parmi les candidats? Est-ce que vous avez entendu parler de le développement de l'entreprise au Congo? Pour éviter justement cet engouement vers la politique politicienne, la politicaille, des 100 000 personnes comme ça. Mais comment promouvoir et développer l'initiative des Congolais? Les entreprises créées et gérées par des Congolais, n'est-ce pas? Comment le faire? Mais à ce moment-là, lorsqu'on le saura et qu'on pourra mettre en place des moyens, personne ne va s'intéresser à la politique. Et surtout si on fait comme en Chine. Les députés en Chine ne sont pas payés. Donc on aura vers la classe politique des meilleurs, des gens qui ne sont pas intéressés par l'argent facile. Hein, et en même temps, on dirigera les autres vers la création de richesses, la création d'entreprises. Donc on n'a rien entendu. On n'a rien entendu, n'est-ce pas? La réduction du train de vie de l'État pour permettre justement d'économiser les moyens de payer mieux les autres. La justice distributive. Vous avez entendu ça? Est-ce que quelqu'un a parlé de la réduction du train de vie de l'État? De la politique salariale pour les fonctionnaires, etc. La nécessité d'avoir un SMIC, un salaire minimum interprofessionnel. La nécessité d'avoir... Est-ce que vous avez entendu? Donc, tous ces candidats étaient là pour dire, toi là, Félix, qu'on s'y mette, quoi. C'est tout. Toi, tu n'as rien proposé, nous aussi, on n'a pas besoin de proposer. Nous venons, on veut seulement prendre ta chaise. Voilà, c'était ça. C'était ça. Et lui-même, Félix, n'a pas défendu vraiment sa place en proposant des réformes, des fonds. Il n'a pas regardé. Comment on peut faire un débat sans parler des finances publiques? L'argent, c'est le nerf de la guerre. On avance des chiffres, mais nous allons gagner un budget de 16 milliards. Comment? Quelles sont les mesures à prendre? N'est-ce pas? Comment lutter contre la corruption et les détournements? Tout ça, est-ce que vous avez entendu ça dans la bouche de nos candidats présidents? Vous voyez donc, rien de sérieux. Rien de sérieux. Vous savez, ça va être difficile. C'est-à-dire que le désordre a été tel que, même si tel ou tel est proclamé président de la République, ça va faire l'objet d'un doute énorme. Énorme. Quand toutes les irrégularités qu'on a vues, tel ou tel qui peut être proclamé, peut-être qu'il a été élu, hein, mais même s'il est proclamé, mais qui va y croire? Surtout si ça vient du pouvoir, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué à croire dans un tel désordre des résultats, quels qu'ils soient. Moi, je ne mets en doute personne, ce n'est pas mon problème. Hein, mais cette personne-là, que ce soit M. Katumbi, que ce soit le président de la République actuel, que ce soit M. Fayoulou, parce qu'apparemment, ce sont ceux qui est dans le sondage,
sont à Paris ont été signalés. Mais les résultats qu'il y aura en faveur de l'un ou l'autre seront forcément contestés. À cause de quoi? En amont, c'était les désordres. Les désordres les plus totaux en amont. Donc ça va être difficile. Mais, vous savez, les Congolais sont, qu'ils m'excusent de le leur dire, c'est un peuple d'inconscients. Et donc, du coup, un tel peuple mérite les dirigeants qu'il a choisis lui-même. Il les mérite. Parce que quand tu vas voir un jeune qui a fini ses études en 2018, 5 ans après, il va élire un président qui était là, mais qui ne lui a rien apporté. Combien de jeunes sont au chômage, qui ont fini dans nos universités et qui vivent chez leurs parents, qui attendent le matin, maman donne du thé, maman ceci, maman cela. Il y en a combien? Des millions. Mais je dis, ce sont vraiment des jeunes inconscients. Nous sommes un peuple d'inconscients. Parce que vous allez voter quelqu'un, regardez les gens de Mujima et de Kalanga. On vous dit, oh, 100%, 100% partout, 100%. Mais ces deux provinces ont-ils été l'objet des attentions de qui que ce soit pendant les 5 années? Quand la province de Kasai occidentale n'a toujours pas d'électricité, ni pendant Kabila, ni maintenant. Mais vous votez quoi et pourquoi? Par affinité tribale. Mais ça ne vous apporte rien demain. Maintenant, bon, chacun fait ce qu'il veut, mais retenons seulement qu'il s'agit d'un peuple d'inconscients. Le peuple congolais, c'est un peuple d'inconscients. C'est ça les grands drames que nous avons. Mais tu vois, le système démocratique européen a été conçu pour eux. Et il s'est construit durant des siècles. Mais ces gens ont trouvé que, après d'abord nous avoir imposé la colonisation, ils allaient aussi nous imposer un modèle démocratique. Nous sommes entrés là-dedans sans aucune expérience démocratique, aucune, même de leur modèle. Et du coup, qu'est-ce que nous faisons? On fait un mimétisme ridicule. C'est-à-dire qu'on est en train de dévoyer, c'est ça le mot, de dévoyer le système démocratique européen. Et ce dévoiement, et même les Européens l'encouragent. Après, qu'est-ce qu'ils disent? Ah oui, vous savez, il y a eu un compromis à l'africaine. Mais ça aussi, c'est un moyen d'injurier les Africains. De dire que, bon, voilà, on leur montre un modèle, mais ils ont tellement dévoyé, et ils ont donc fait un compromis pour que tel puisse passer, que tel hold-up électoral passe. Mais quand vous regardez même derrière tout ça, ça c'est ce qu'ils disent. Est-ce que le compromis en question, était-il un compromis à l'africaine, Kabila Félix, ou était-il un compromis qu'eux avaient manigancé? Hein? Qu'on ne trompe pas les Congolais. Qui a manigancé ça? Qui a donné le feu vert? Il dit faisons ça, faisons ça. Oui. Qui a demandé à Kabila de le faire? N'est-ce pas? Tout ça sont des points d'interrogation auxquels il faut trouver des réponses. Non, le système n'est pas adapté à pour l'instant, à notre culture. Vous voyez un peu, quand quelqu'un vote sans enjeu, vous voyez, est-ce que c'est adapté? Tu vas voter sans enjeu, sans espoir que tu as déjà 30 ans et que demain tu vas quitter la maison des parents pour aller chez toi épouser une femme et fonder une famille. Tu n'as aucun espoir de ça, aucun. Donc tu vas voter sans enjeu personnel. Je dis même des fiscs personnels, pas l'enjeu pour ta commune ou ta province, non, toi-même, ton projet de vie. Tu votes seulement dans l'inconscience. Voilà. Donc c'est un système qui n'est pas adapté. Faut-il inventer un autre système? Allez, souvent on a peur. On a peur. Parce que c'est comme si l'Afrique est entrée dans l'histoire sans avoir eu ses propres systèmes, n'est-ce pas, d'État. Le type d'État, ça a existé. On quittait le système capitaliste. Mais ils ont inventé leur modèle de démocratie. Le modèle chinois fonctionne très bien. C'est devenu aujourd'hui la première puissance presque mondiale, au-dessus des États-Unis. Mais comme les Européens n'aiment pas accepter que des gens soient au-dessus d'eux, on les ravale toujours au deuxième niveau. Mais au deuxième niveau, c'est-à-dire au-dessus de la France,
de la Grande-Bretagne, au-dessus de de l'Allemagne, de toutes ces... Mais leur démocratie là, hein, est-ce qu'on peut dire qu'elle ne réussit pas? Non, au contraire, elle réussit très bien, puisqu'elle procure un développement. Moi, je suis pro-chinois, quoi, tu vois. Mon modèle à moi, c'est le modèle chinois. C'est question de voir comment nous pouvons l'adapter chez nous, mais c'est ce modèle-là. C'est ce modèle-là qui est le meilleur, tu vois, qui est le meilleur. Parce qu'on peut l'adapter. Je ne dis pas qu'on va le copier, comme on va l'adapter. Mais pour ça aussi, il faut des partis politiques forts, qui eux-mêmes croient à la démocratie, qui croient au progrès, qui croient au développement social. Et ces partis, nous n'en avons pas. Donc c'est le plus grand défi à venir. C'est l'émergence d'une telle organisation politique qui après peut prendre le pouvoir pour des années. Non, les derniers mots pour moi, c'est que moi, quand je vis par exemple cette femme, j'ai versé des larmes. Je ne pouvais pas supporter ça. Je ne pouvais pas supporter que notre peuple soit arrivé à un tel degré de bestialité, n'est-ce pas? Alors, qui l'a amené à un tel degré de bestialité? Ce sont les dirigeants. Ce sont ceux qui nous dirigent. Hein? Parce qu'un peuple doit être éduqué, il doit être conscientisé, il doit être discipliné, etc. Voir ça, vraiment, une maman qui peut être votre mère, votre soeur, votre épouse, hein, votre tante, etc. Vous faites ça. Hein? Donc où est la dignité, notre dignité en tant qu'être humain? Je dis, il faut se ressaisir un peu. Mais tout ce que je demande, c'est que quoi qu'il en soit, que la paix, hein, soit sauvegardée, qu'on trouve des mécanismes pour éviter que le sang coule, n'est-ce pas? On doit éviter ça. Mais à ce moment-là, ça dépend de celui qui sera là. S'il arrive et qu'il dit non, moi j'ai gagné, donc vous autres tous allez vous faire voir. Bon, ça c'est son problème. Mais celui qui arrivera, quelles que soient les conditions, doit comprendre qu'il faudra tendre la main à tout le monde, n'est-ce pas? Il faudra des échanges, des dialogues constructifs pour se dire, ce Congo, nous n'avons que ce Congo, nous, Congolais. Est-ce que malgré toutes les erreurs qui sont arrivées, nous devons nous entretuer pour le pouvoir, pour lesquels beaucoup d'entre nous, nous n'arrivons même pas à les capitaliser pour aider le pays à aller de l'avant? Non, on ne va pas se tuer pour ça. On ne doit pas se tuer pour ça. Hein? Et j'en profite pour dire que monsieur comme Nanga a fait une bêtise. C'est une grosse bêtise, n'est-ce pas? Nous ignorons quels sont les accords qu'il avait eus avec les régimes en place. Hein? Quels sont les accords qu'il avait eus? Mais nous considérons que malgré ces accords-là, qui normalement peut-être sont des accords de pouvoir, il ne peut pas continuer à favoriser, à verser le sang des Congolais, n'est-ce pas? À favoriser une possible balkanisation. Pourquoi? Parce que lui a besoin aussi de pouvoir. On le comprend, c'est un besoin humain, mais pas pour... Bien sûr, tout le monde n'a pas cette folie-là en tête. Mais toi, non seulement tu as cette folie, mais tu veux continuer à faire verser le sang des Congolais avec un mouvement comme le M23, qui est un mouvement soutenu par le Rwanda, n'est-ce pas? Tout le monde le sait. Et donc toi, tu vas aussi te mettre derrière, donc à côté du M23, donc au service du Rwanda, contre ton propre pays. Non. Nous savons tous que nous tout le temps, l'ODEP a critiqué tout ce qui se passe de mal ici. Hein? Est-ce qu'il faut aller prendre les armes pour ça? Il faut trouver les moyens de discuter, de convaincre, de faire passer vos réformes, etc. etc. Ça, moi, je condamne vraiment de tout mon cœur, je condamne vraiment cette nouvelle organisation de l'agression qui a pour nom M. Nanga et les autres. Ça, c'est... Je condamne. Je peux tout dire, je peux critiquer comme je viens de le faire. Mais je ne peux pas accepter qu'un seul Congolais tombe encore, un seul, hein, tombe à cause des ambitions de quelques personnes. Non. Ça, c'est le dernier mot, s'il y en a un, c'est celui-là. C'est que, oui, nous avons vu tout ce qui s'est passé, mais ne nous entretenons pas encore. Et nous devons trouver un terrain pour discuter, pour échanger, pour corriger. Et là, la grande responsabilité, c'est à ceux qui vont prendre le pouvoir demain. Ils ont une grande responsabilité. Et la société civile jouera son rôle.
nous jouerons aussi notre rôle dans le maintien de cette paix, dans la fin de cette guerre. Nous avons un rôle à jouer et nous le jouerons. Mais en tout cas, notre rôle ne sera jamais, jamais d'approuver les gens qui portent les armes et qui veulent encore continuer à massacrer les Congolais.